La continuité écologique, ça s'inscrit dans un contexte plus large, qui est celui de la protection de la nature et de l'idée des écologistes selon laquelle une belle nature est une nature sans l'homme. C'est pour ça qu'on fait des aires protégées, protéger des hommes, la nature. Donc c'est une idée, je dirais, à la fois idéologique, théologique et mystique, d'une certaine manière. Ça rejoint aussi le courant romantique du XIXe siècle, selon lequel la nature est un lieu merveilleux, c'est le jardin d'Éden, dans lequel on va se ressourcer, dans lequel on va rêver, dans lequel, etc., etc. Alors, en réalité, on est dans une division entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel. C'est là-dessus qu'est basée cette notion de nature vierge d'activité humaine. C'est la division naturelle-artificielle. Et cette vision, elle date d'Aristote. Ce n'est pas une vision nouvelle, c'est une vision ancienne où, effectivement, on considérait qu'il y avait l'art humain et l'art naturel. L'art naturel, c'était ce que faisait la nature, l'art humain, c'est ce qui était artificiel. Donc, à partir de ça, on a développé toute une théorie, toute une idéologie, et qui est à l'encontre, c'est une idée, je dirais, idéologique au sens où ça n'est pas la réalité des choses. Je prends un exemple, la Camargue. La Camargue, qui est un parc naturel, qui a été qualifié de site Ramsar, c'est-à-dire le Graal en matière de conservation de la biodiversité. La Camargue, c'est un milieu extrêmement anthropisé, qui a été créé pour la riziculture, dans lequel il y a eu des salines pour extraction de sel. Et donc c'est un milieu qui est totalement aménagé. Mais quel beau parc naturel, quelle belle nature. Donc cette division artificielle naturelle, elle n'existe pas dans la réalité du vécu, dans notre vécu quotidien. Un autre exemple, le jardin de Monet à Giverny, c'est un magnifique espace naturel, mais c'est totalement artificiel. Je veux dire, il y a des plantes de tous les pays du monde. On a créé un beau lac qui est entouré d'une végétation, je dirais, hybride, qui vient de toutes les régions du monde. Donc, mais tout ça, c'est beau, c'est beau. Et notre regard sur la nature, il est en grande partie, je dirais, influencé par une vision éthique du paysage, esthétique du paysage en tout cas, éthique et esthétique d'ailleurs les deux, et pas seulement par cette vision que la nature qui est belle est une nature sans l'homme. Nous ne vivons pas dans une nature sans l'homme, toute notre nature européenne a été modifiée, aménagée, réaménagée depuis des siècles, voire des millénaires. Donc il faut être très clair, nous ne vivons pas dans une nature qui n'a jamais bouger, une nature statique qui est un peu celle finalement de ceux qui souhaitent préserver la nature dans son état d'origine. Vous voyez que le décalage qui existe entre une conception totalement mystique, idéologique d'une nature et le vécu, ce que j'appelle le monde imaginaire et le monde vécu. Les cours d'eau, dont il est question pour la continuité écologique, ont toujours été, je dirais, un milieu extrêmement attractif pour les humains. D'abord, on s'est installé auprès des cours d'eau parce qu'il y avait de l'eau, parce qu'il y avait des poissons, parce qu'on pouvait capturer les poissons, parce qu'il y avait des terres fertiles. On prend toujours l'exemple du Nil, mais il n'y a pas que le Nil. Je veux dire, nous avons aussi des terres fertiles liées aux inondations, à l'apport de limon, etc. Et puis, il y avait là des plantes qui étaient utiles pour l'élevage, pour les chevaux en particulier, parce que la force mécanique était liée au bétail à l'époque. Mais ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment en tête, c'est que les rivières ont joué un rôle extrêmement stratégique pour toute l'économie du développement de la France. C'était les lieux de circulation des hommes et des marchandises. Depuis l'Antiquité, on a navigué sur tous les cours d'eau, on a transporté les marchandises, le vin a circulé dans toutes les régions d'Europe en grande partie à partir des cours d'eau. Donc on a aménagé toutes ces rivières, tous ces fleuves, dans toute la mesure du possible pour avoir une navigation en toute période. Donc on a créé des retenues, on a supprimé des seuils. Il y avait des seuils naturels qui permettaient d'avoir des vasques dans les rivières, donc maintenir une certaine quantité d'eau en période sèche. On a supprimé ces seuils pour pouvoir mieux circuler avec les bateaux, avec les chalands, etc. On a créé par la suite des écluses, on a créé des canaux. Tous nos systèmes hydrologiques ont été aménagés.
pour la navigation, d'une part. Deuxièmement, pour l'énergie. Vous connaissez la question des moulins, mais les moulins n'étaient pas seulement pour moudre le grain, c'était aussi pour l'industrie. Il y avait des moulins qui étaient utilisés pour l'industrie. Bon, voilà, en gros, les cours d'eau ont servi aussi, il faut bien le dire, aussi de ressources de nourriture. Il y avait quand même la pêche, il y a eu l'aquaculture, qui n'était pas liée au cours d'eau directement, mais qui était liée à l'eau. Donc c'était aussi une source importante d'alimentation. Donc tous nos cours d'eau, nos rapports aux cours d'eau sont vieux, anciens et patrimoniaux, je dirais d'une certaine manière. Il y a un rapport à l'eau, il y a un rapport aux fleuves, aux rivières, qui est à la fois, je dirais, mystique, utilitaire, patrimonial, au sens où c'est là qu'on va se promener quand on cherche un peu d'oxygène. Je crois que l'un des grands projets, en tout cas des ingénieurs hydrauliques, c'était de faire en sorte que les eaux qui tombent sur le bassin versant soient évacuées au plus vite, de manière à éviter l'inondation des zones latérales, des villages, des villes, etc. Donc ça a été la grande question au 19e, début du 20e siècle, c'est comment faire pour évacuer au plus vite les eaux qui tombent sur le bassin versant. C'était l'obsession, je dirais, des ingénieurs hydrologues. Et pour ça, on a rectifié les rivières, on a curé les rivières, on a fait des canaux qui permettaient d'évacuer l'eau au plus vite. Les problèmes que l'on voit à l'heure actuelle sur la A en Flandre, c'est que les canaux d'évacuation des eaux ne sont plus opérationnels. Mais toute l'expérience des ingénieurs hydrologues, c'était on évacue l'eau au plus vite. Et avec ça, il y avait des hygiénistes qui pensaient aussi que l'eau qui stagne est une source de miasme. Donc toute eau qui était immobile était à l'origine effectivement de maladies comme le palu, parce qu'on a oublié que le palu existait en France, et toutes ces zones, je dirais, plus ou moins qu'on appelait les marécageuses, ou en tout cas où l'eau stagnait, étaient considérées comme des zones à éviter, donc il fallait le plus rapidement possible évacuer. Donc on a cette conception un peu technologique, je dirais, de dire la rivière c'est bien, mais la rivière c'est un danger. On a toujours cette double vision de la rivière aussi. La rivière est un lieu d'accueil, mais c'est un lieu de danger. Et dans la représentation des gens qui sont inondés à l'heure actuelle, c'est certainement pas la rivière bucolique que l'on préfère mettre en avant. Eh bien, précisément, le fait de détruire ces petits ouvrages de moulins, faits par l'homme pour le coup, devrait nous amener à une nature sauvage, et donc une nature entre guillemets rêvée, où on retrouverait de la biodiversité et des eaux. Or, ce dont nous nous apercevons, on se retrouve précisément avec une aggravation de ces périodes d'assec, c'est-à-dire des rivières complètement à sec l'été, faute de retenue. Et est-ce qu'il n'y a pas là, je dirais, précisément un exemple qui montre que la présence humaine peut avoir des effets positifs? Et est-ce qu'on peut, non, je vous lançais un peu la perche, rapprocher ça peut-être de ce que faisait la nature, et peut-être d'une certaine ignorance qui était que bien avant que nous construisions des petits ouvrages, la nature avait elle-même, à travers certaines espèces et je dirais par le travail des eaux, elle-même créé ses propres retenues pour précisément répondre à ce climat un peu saisonnier entre excès d'eau, manque d'eau, et des problèmes liés à son excès et aussi liés à son manque d'eau. Je reviens à l'idée que des hydrologues, évacuer l'eau plus vite, c'est l'idée du tuyau. C'est l'idée que la rivière est un tuyau, ce qui n'a jamais été le cas naturellement. Une rivière naturelle, ça n'est pas une rivière qui n'a pas d'obstacles sur son cours. Les obstacles peuvent être très nombreux. Ça peut être des embâcles. Autrefois, on appelait ça les embâcles, les troncs d'arbres qui tombent dans la rivière et qui font obstacle et qui finalement se remplissent peu à peu de cailloux qui finissent par faire un petit barrage, parce que dans une rivière naturelle, il y a des embâcles. Dans une rivière naturelle, il y a des éboulements de berges et des éboulis, donc qui arrivent à un certain moment à créer aussi des obstacles. Une rivière naturelle est une rivière qui est une succession de vasques en réalité. Ce n'est pas un tuyau continu. Donc j'ai travaillé dans des rivières peu aménagées en Afrique, et ces rivières peu aménagées n'étaient pas
la belle rivière continue, le tuyau d'évacuation des eaux dont on parle à l'heure actuelle. C'est un peu le bordel, pour dire les choses. Hein. Il y a un peu de tout dans la rivière. Il y a des arbres, il n'y a pas de castors en Afrique, mais il y en avait en Europe. Hein, il y avait des barrages de castors en Europe. Hein. La rivière était un dépôt de tas de choses qui bougeaient au fil des crues. Hein. Il y avait aussi des crues qui emportaient tout, et puis il y avait après un rétablissement d'une hétérogénéité de la rivière. Et puis on a surtout oublié qu'une rivière, elle ne vit pas seulement avec le cours d'eau, elle vit avec sa plaine d'inondation. Et je crois que là, on l'a complètement oublié en Europe, qu'une rivière, ça fonctionne avec un lit majeur. Hein, et là aussi, ce que j'ai vu en Afrique, c'est qu'une rivière qui déborde, c'est normal. C'est normal. Mais en Europe, on a canalisé les rivières, parce que sur les bords des rivières, on avait construit des habitations. Sur les bords des rivières, on avait créé des cultures, des lieux d'élevage. C'est un lieu accueillant, hein, la rivière, hein, à ce niveau-là. Et donc, pour protéger ces cultures, et c'est d'ailleurs au départ, pour protéger les cultures, qu'on a commencé à faire des digues. Sur la Loire, qui est un soi-disant fleuve naturel, c'est l'un des premiers fleuves en France où on a construit des digues pour protéger les cultures. Hein. Et ça, il y a plusieurs siècles. Hein. Donc voilà, donc on a aménagé ces cours d'eau. Mais en même temps, en faisant ça, on a supprimé le rapport à la zone inondable. C'est-à-dire que 80% des zones inondables, en moyenne, hein, en Europe, sont à l'heure actuelle inaccessibles pour le cours d'eau. C'est-à-dire que la rivière fonctionne avec ses zones inondables, mais elle n'a plus ses zones inondables. Ce qui veut dire que dans une rivière, vous n'avez plus de contact avec des zones dans lesquelles il y a une faune et une flore de milieux stagnants. Et dans ces milieux stagnants, vous avez la possibilité de développer des espèces qui ont besoin de zones calmes pendant une certaine période de leur développement, comme les larves de poissons, hein, de manière à ce que ces larves puissent acquérir suffisamment de résistance pour être ensuite injectées, j'allais dire, dans le cours d'eau, où il y a le courant qui emporte tout, hein, d'une certaine manière. Donc, cette question des zones inondables, donc de la partie lit majeur de la rivière, elle n'est plus vraiment prise en considération. Elle ne fonctionne plus. On a donc alors maintenant, on pourrait dire qu'il faut réhabiliter la rivière aussi avec son lit majeur. Vous voyez ce que ça implique comme conséquence en termes économiques ou en termes sociaux. Hein, c'est absolument irréalisable. Donc il faut faire avec. Mais on n'est plus dans la perspective de rétablir un cours d'eau naturel. Hein, il faut bien. Déjà, on ne peut plus rétablir un cours d'eau naturel. Ça n'est pas possible. Hein. Alors, quand on nous présente le fait de détruire ces petits ouvrages comme une politique de renaturation, précisément, ça n'est pas une renaturation. Ça n'est pas une renaturation. C'est du bricolage dans un système qui a été complètement modifié. Et ça ne veut pas dire pour ça qu'on va retrouver les fonctionnalités originelles, naturelles de la rivière. Personne n'a jamais démontré que supprimer les petits barrages, ça allait recréer une vie différente dans la rivière. On ne l'a jamais démontré, c'est un postulat. Et on a mis en place un programme qui n'a jamais été démontré scientifiquement, sur une idée idéologique. C'est ça qui est assez surprenant, et c'est d'ailleurs l'objet du livre que vous avez publié en 2020 avec M. Bravard, La gestion écologique des rivières françaises. Dès l'introduction, vous indiquez que, eh bien, lorsqu'on s'est lancé en 2010 à travers cette circulaire dans la destruction de ces petits ouvrages, on n'a pas convoqué le monde scientifique. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on n'a pas convoqué le monde scientifique, ça paraît assez clair, parce que quand on lit cette circulaire, on voit qu'il y a plein d'incertitudes, hein, que les services ont l'air eux-mêmes de douter, qu'il va falloir voir un petit peu les effets. Ils ne sont pas encore très sûrs des effets que ça va avoir, mais ils se lancent néanmoins. Alors, il y a eu récemment d'ailleurs une vidéo d'une membre de la direction biodiversité qui a mené pas mal cette politique, Madame Claire-Cécile Garnier, et qui développe comme ça des arguments, réponses, oui, non, sur des questions scientifiques. Pourquoi est-ce que, comme vous le dites, et comme je dirais l'avis que vous avez émis avec 5 scientifiques
émérite sur ces questions, qui vient remettre totalement en cause les présupposés de cette politique de destruction, pourquoi est-ce que les scientifiques ne sont pas appelés, et vous qui avez travaillé de l'intérieur, puisque vous avez eu des postes émérites, qu'est-ce qui cloche? Comment se fait-il que l'administration, sur des présupposés idéologiques écologiques, se permette de prendre des décisions aussi impactantes en termes de ressources en eau et de milieu, puisqu'on voit les effets assez dramatiques de cette politique de destruction? Comment se fait-il, voilà, que vous ne soyez pas appelés à définir les politiques en matière d'écologie? Alors, pour l'histoire, la petite histoire, il y avait eu, avant que l'Union européenne ne décide de ce programme, il y avait eu une convocation des scientifiques qui avaient fait un certain nombre de propositions qui n'ont pas été retenues. Parce que la question de la conservation de la nature, ça n'est pas une question scientifique. C'est d'abord une question idéologique. Je disais tout à l'heure, c'est la représentation que certains ont d'une belle nature. Ce n'est pas la nature, on est dans la théorie, on n'est pas dans le vécu. Je fais de plus en plus la nuance entre ce monde imaginaire d'une nature qui serait belle et merveilleuse et le vécu des hommes, où la nature, elle a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et donc, on est dans un monde réaliste et pas dans un monde imaginaire. On n'a pas, dans cette démarche de la continuité écologique, construit un programme de recherche dans un sens que l'on appelle à l'heure actuelle systémique. C'est-à-dire qu'on s'est focalisé tout de suite sur le rôle des barrages et de petits barrages, au lieu d'avoir une démarche beaucoup plus ouverte. Moi qui suis biologiste, écologiste, écologue en tout cas, des milieux aquatiques, il me semble que la qualité de l'eau, par exemple, est un élément extrêmement important dans la vie et la survie des espèces aquatiques. Or, ça, on a fait l'impasse sur la question de la qualité de l'eau. En tout cas, on la traite par ailleurs, mais on n'a pas traité dans cette démarche un peu en silo, comme on dit maintenant. On est parti dans une démarche totalement en silo, en disant les petits barrages sont responsables d'eux, sans l'avoir démontré, et on a mis un programme là-dessus, sans avoir pris la peine de regarder quels étaient les autres paramètres qui étaient susceptibles d'intervenir sur la biologie des poissons migrateurs. Les quelques espèces de poissons migrateurs qui peuvent exister dans nos cours d'eau, ça ne représente que rien par rapport à la diversité biologique des milieux aquatiques. Cette diversité biologique, elle est liée à l'hétérogénéité des milieux, c'est-à-dire que vous avez besoin d'eau courante, vous avez besoin d'eau stagnante, vous avez besoin de milieux humides, mais pas seulement d'un cours d'eau qui court ou qui est sans obstacle. Les principes de la continuité écologique sont basés sur la vision d'une nature qui est statique. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une belle nature si l'homme ne l'avait pas modifiée. C'est ça le modèle, ce qu'on appelle l'idéal type en science, c'est-à-dire il y a un type idéal de rivière qui est la rivière vierge de toute activité humaine. C'est un type totalement théorique, qui n'a jamais existé. Qui n'a jamais existé parce que les rivières ont été en permanence modifiées par les changements climatiques, l'érosion des roches, etc. Donc cet idéal type, c'est une vision théorique de l'écologie. Ça n'est pas une vision, je dirais, pratique, empirique de l'écologie. Et donc on est dans un système où on essaie de plaquer une représentation de la nature sur un système qui n'est pas du tout adapté à cette représentation de la nature. C'est un système qui a été, comme je le disais tout à l'heure, anthropisé depuis très longtemps. Mais alors précisément, et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que on est parti sur ce principe idéologique, et non pas pratique, et non pas scientifique, mais pour quel résultat? Et c'est ça qui est assez terrible, c'est de voir que précisément parce que nous ne sommes pas partis de la réalité et de la vie des scientifiques émérites, dont vous, sur ces questions-là, en voulant s'en prendre aux aménagements humains, finalement, on a causé des dégâts quand même assez considérables pour la nature. Est-ce que vous pourriez reprendre, je dirais, les conséquences de ces destructions? Est-ce que vous les avez étudiées dans cet ouvrage avec M. Bravard en partie? Finalement, en souhaitant débarrasser ces barrages des cours d'eau, à quoi est-on arrivé? Écoutez, en supprimant les barrages,
Alors, je reviens à cette idée de recherche ou d'approche de démarche en silo. On cherche à protéger les poissons migrateurs. On ne cherche pas à protéger la biodiversité. Hein. C'est autre chose. Hein. Il faut bien déconnecter les choses. On laisse croire que, mais ce n'est pas vrai. Les poissons ne représentent qu'eux-mêmes. Les quelques poissons migrateurs. On n'est pas dans les poissons dans leur ensemble. Hein. Ça ne représente qu'eux-mêmes, quelques espèces. La plupart des espèces n'ont pas besoin d'une continuité écologique. Il faut être très clair là-dessus. Hein. Elles se déplacent par ailleurs d'une autre manière. Les oiseaux jouent un rôle considérable dans les transferts d'espèces ou d'individus dans le cours d'une rivière. Bref, il y a la moitié, si ce n'est plus, de la diversité biologique aquatique, ce sont des insectes qui n'ont pas besoin de remonter le cours de la rivière, puisqu'ils se déplacent naturellement. Donc ça, c'est une première chose, je dirais. En créant des retenues sur le cours d'eau, nous avons d'une certaine manière remplacé le rôle que pouvaient jouer les zones inondables. C'est-à-dire, dans les zones inondables, vous avez des bras morts, vous avez des mares, vous avez des choses de milieu stagnant. Les petites retenues qui ont été faites sur les cours d'eau, les nombreuses petites retenues, sont des ersatz, je peux dire ersatz, hein, de zones inondables. C'est-à-dire que vous avez là des milieux stagnants où certaines espèces peuvent se développer et qui ne peuvent se développer que là. Vous avez donc créé des zones aussi refuges, ce qu'on appelle des zones refuges en période de sécheresse. C'est-à-dire que si une rivière se met à s'assécher ou à moins couler, il est clair que dans ces petites retenues, vous pouvez maintenir pendant un temps certain, si elles sont importantes, une faune et une flore qui vont pouvoir, dès que la rivière se remet en eau, recoloniser l'ensemble du cours d'eau. Donc il y a toute cette, si vous voulez, ce raisonnement de dire, bon, en plus, ces petites retenues ont un rôle considérable au niveau de la végétation et des milieux latéraux. C'est là que vous trouvez tout un ensemble de petites zones humides dans lesquelles vont vivre des espèces qui ne vivront pas dans le cours d'eau. Les batraciens ne vivent pas dans le cours d'eau. Les batraciens et les poissons ne font pas bon ménage. Les batraciens vont vivre dans des milieux stagnants, des petites zones humides latérales, mais pas dans le cours d'eau. On ne trouve pas de salamandres, on ne trouve pas de grenouilles dans le cours d'eau. On les trouve dans les milieux latéraux. Donc c'est ceux-là qu'on trouvait dans les mares des zones inondables. Hein. Mais comme il n'y a plus de zones inondables, il n'y a plus de place pour les batraciens dans les zones inondables, qui sont maintenant tropisées. Donc le refuge maintenant, c'est les petites retenues et leurs annexes latérales. Vous voyez, il y a eu des compensations d'une certaine manière, écologiquement parlant, hein, pas économiquement, mais écologiquement parlant. Mais je crois que le rôle essentiel de ces retenues, dans l'état actuel où nous avons des rivières qui ont tendance de plus en plus à s'assécher, c'est un rôle de zone refuge en période de sécheresse. Et ça permet... Alors quand vous n'avez plus de retenue dans une rivière, elle s'assèche. D'où vient la biodiversité ensuite? Elle reviendra, mais avec beaucoup plus de temps. Là, vous avez quand même des zones qui permettent de recoloniser rapidement. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce brusque renversement de l'histoire de l'aménagement de nos cours d'eau, où l'on détruit ce qui a été construit et entretenu au fil des siècles, et en particulier ces milliers de petites retenues d'eau? Il s'est passé plusieurs choses. D'une part, c'est vrai que le rôle que jouaient ces retenues sur le plan social ou économique n'est plus pertinent. Je veux dire, à l'heure actuelle, les moulins ne fonctionnent plus réellement. On essaie de leur donner une certaine importance ou une certaine utilité en mettant des générateurs d'électricité. Mais pendant longtemps, ils n'avaient plus vraiment beaucoup d'usage. Il faut bien le reconnaître. Donc un certain nombre de ces retenues ont été, je dirais, abandonnées. Et donc, voilà. Donc, n'étant plus utiles, comme pour un certain nombre de maisons, on peut penser qu'on les détruit ou qu'on les remplace par d'autres choses. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, je pense qu'elle est liée
aussi à la vision un peu idéologique que l'on a maintenant de la nature. Je crois qu'on revient toujours là-dessus, mais je reviens en tout cas souvent là-dessus. Je veux dire, puisqu'il n'y a pas d'utilité qui permette de maintenir un certain usage, je voudrais quand même dire dans ce domaine qu'on veut détruire les petites retenues, mais on ne détruit pas les grandes retenues. Hein, soyons bien clairs. Hein, les barrages réservoirs de la Seine, hein, qui protègent Paris des crues, il n'est pas question d'y toucher, hein, quand même. Les grands barrages qui permettent de la production hydroélectrique, il n'est pas question d'y toucher. Or, ce sont ces grands barrages qui jouent un rôle majeur dans la circulation des animaux, des plantes, dans les cours d'eau. Hein, quand on a construit le barrage de Pose, près de l'estuaire de la Seine, en amont de Rouen, hein, à partir de ce moment-là, on a commencé à voir décliner les poissons migrateurs dans la Seine, dans le bassin de la Seine. C'est documenté sur le plan scientifique, ça. Hein. Il y a une concordance forte entre la création des grands barrages sur les cours d'eau et la diminution des poissons migrateurs. Ça, c'est clair, c'est net. Hein. Parce que si vous n'avez plus de remontée de reproducteurs, vous n'avez plus de poissons. Hein. Alors, il y en a toujours quelques-uns qui arrivent à passer, mais en général, la plupart des poissons maintenant de migrateurs qui sont dans nos cours d'eau sont des poissons qui ont été réintroduits artificiellement. Hein. Ça n'est plus les saumons, la plupart des saumons sont des saumons réintroduits, ça n'est plus des saumons sauvages. Hein. Tout à fait. Mais Louis Roule, qui était le premier géographe naturaliste en 1920 à avoir étudié la disparition du saumon du bassin de la Seine, avait pointé du doigt, déjà à son époque, la construction de grands barrages et la pollution des eaux de Paris. Donc on voit bien qu'effectivement, en ce qui concerne les poissons migrateurs, ce sont les deux impacts qui avaient déjà été identifiés à l'époque. Mais alors, précisément, et c'est ça qui est un peu intriguant, c'est que l'on sait pertinemment qu'il y avait 80 à 100 000 moulins à eau au XVIIIe siècle, qu'il y avait beaucoup de poissons migrateurs, puisqu'on a eu le traité de pêche au XVIIIe, on a pas mal de documents au XIXe siècle, le saumon est encore abondamment pêché dans la Loire et même dans la Seine jusqu'au milieu du XIXe siècle. Comment se fait-il que certaines personnes aient pu croire en 2010 qu'en détruisant tous ces petits ouvrages, on allait voir revenir ces poissons migrateurs? Je n'ai pas de réponse définitive à ça, mais je pense qu'il y a effectivement une perte de mémoire, une méconnaissance de l'histoire, c'est tout à fait clair. Il y a aussi je répète souvent, mais c'est vrai, l'idéologie qui est dominante, c'est que tout ce que fait l'homme dans la nature, ça n'est pas bien de la part d'une partie de la population, d'une petite partie de la population, il faut être clair. La majorité des Français tiennent à leur patrimoine. Hein, je crois que quand on enquête les Français sur les moulins, pour eux, les moulins, ça fait partie d'un patrimoine. Hein, ça n'est pas un objet qu'il faut nécessairement détruire. Hein. Moi, dans ma région d'origine, il y a un certain nombre de moulins. Les gens viennent voir le moulin, la roue du moulin, la retenue du moulin, et tout ça fait partie de la vie quotidienne. Ça n'est pas une aberration, hein, pas naturelle. Et alors, qu'est-ce qui a provoqué, selon vous, la destruction de très nombreux seuils de moulins sur certains cours d'eau? Je me pose toujours la question, mais je pense que ça... pour moi, c'est croire qu'une rivière naturelle, une rivière fonctionnelle naturelle, c'est une rivière qui n'a pas d'obstacle. J'en reviens toujours à ça, mais je ne vois pas d'autres raisons. Je sais que le BTP est très intéressé par ça, parce que ça lui fait du travail. Hein, j'ai eu l'occasion de discuter avec un entrepreneur de BTP qui me disait « mais vous êtes contre moi parce que vous m'enlevez une partie de mon travail. Hein. Faire de la nature à coup de bulldozer dans la rivière, c'est ça quand même la protection de la nature hein, pour les rivières. » Mais voilà. Je ne sais pas, si vous avez une réponse, je serais heureux de la prendre, mais il n'y a pas que dans les rivières. Je veux dire que l'idée à l'heure actuelle d'avoir de plus en plus d'aires protégées, 30% d'aires protégées, c'est l'objectif affiché par les mouvements écologistes, 30% d'aires protégées à la surface de la Terre. Hein.
Il n'y a pas d'autre démarche qu'une démarche idéologique. Hein. On voit bien que quelque part, c'est toujours ce mythe que la belle nature, c'est la nature sans l'homme. Et pour les petits barrages, on savait, on ne pouvait pas s'attaquer aux grands, hein, parce que de toute façon, et on ne s'est pas non plus trop attaqué à la qualité de l'eau, parce que là c'était compliqué. Donc il fallait bien trouver un moyen de montrer qu'on agissait, hein, au nom de la protection de la nature. Hein. Et les petits barrages ont été un peu la cible de ces attaques. Mais vous disiez tout à l'heure les barrages, mais effectivement il y a aussi toute la pollution des eaux. Quand le couloir de la chimie à Lyon, c'était quasi infranchissable pour les migrateurs. Hein, ça fait déjà plusieurs décennies, voire très longtemps, que le couloir de la chimie à Lyon est réputé. Et les pollutions, je veux dire, à l'heure actuelle, vous avez tout ce problème des bouchons vaseux à l'entrée des grands fleuves, comme la Loire par exemple. Il y a un bouchon vaseux de plusieurs kilomètres. Bouchon vaseux, c'est une zone totalement rédhibitoire pour les poissons. Hein. C'est une zone de concentration de polluants, voilà, qui est difficile à franchir. Donc vous avez déjà un premier tri parmi les populations de migrateurs éventuels qui se fait à l'entrée des fleuves. Je ne parle pas du Rhône qui, lui, est barré d'une vingtaine de grands barrages depuis son embouchure jusqu'à Lyon. Remonter le Rhône, c'est compliqué, quoi. Alors, on peut toujours discuter sur le fait que les petits barrages en amont du Rhône à Lyon jouent un rôle sur les migrateurs, mais vous voyez, on rentre là dans des discussions un peu byzantines. Quand on fait des études d'impact d'aménagement en milieu terrestre, on a l'obligation de faire une étude préalable, un inventaire de la faune et de la flore, ce qui n'est jamais fait en milieu aquatique. Or, on s'est aperçu, lors de la destruction d'un barrage, le barrage de Maison Rouge, pour le citer, sur le bassin de la Loire, qu'avec la destruction de ce barrage, on a détruit aussi une population importante de la mulette aquatique. La mulette aquatique, c'est un grand amélibranche d'eau douce qui est considéré comme une espèce en danger. Personne n'a parlé de cette destruction de la mulette aquatique. J'ai trouvé ça par hasard dans un rapport d'EDF. Donc, quelque part, on nous a caché la vérité, hein. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que personne ne fait d'études préalables de manière à voir quelles sont les espèces présentes dans les milieux que l'on veut détruire. Ça, c'est quand même totalement aberrant, dans la mesure où c'est une obligation en milieu terrestre. Pourquoi en milieu aquatique, on n'a pas cette obligation ? Le président de la République a parlé de décivilisation en matière de mœurs. Peut-on qualifier cette politique de destruction des chaussées de moulins et des digues d'étangs de décivilisation des eaux? C'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi, mais ce qui est certain, c'est que cette démarche fait fi de toute une histoire. Parce que nos systèmes aquatiques sont quand même le produit de toute une histoire, hein, qui n'est pas que naturelle, qui est une histoire humaine aussi. Je veux dire que il n'y a pas que des tableaux qui soient des patrimoines, il y a aussi des patrimoines naturels, et la plupart de nos sites français, européens, sont des sites construits. Les sites naturels sont des sites construits. Hein, je reprends l'exemple de la Camargue, qui est un site naturel mais qui est complètement artificialisé. Mais je peux vous prendre aussi un exemple qui m'intéresse beaucoup par ailleurs, c'est le lac du Der Chantecoq, qui est un barrage réservoir sur la Marne. Donc c'est pas bien puisque c'est un barrage. Hein, on n'aurait pas dû faire de barrage. Mais ce barrage qui a été fait sur un bocage, donc on a supprimé un bocage aussi, c'est pas bien de supprimer un bocage, est devenu un spot ornithologique, à tel point qu'à l'heure actuelle, il y a des dizaines de milliers d'oiseaux qui viennent hiverner ou qui sont de passage sur ce lac du Der. Ça attire tout un tas de gens, aussi bien des ornithologues, des amateurs que des spectateurs. J'y suis allé à diverses reprises, c'est un véritable spectacle que de voir
le matin à l'aube, quand le soleil commence à pointer, décoller des dizaines de milliers d'oies cendrées. Hein, voilà, c'est un beau spectacle. Donc voilà, c'est aussi une nature qui a été construite. Hein, c'est une nature qui n'a rien de naturel. C'est une nature que l'homme a créée. Et cette nature, elle est belle. Elle est belle. Hein. Et je crois qu'il faut sortir de cette dichotomie de penser qu'il n'y a de belle nature qu'une nature sans l'homme. Je pense qu'il y a une belle nature aussi qui a été créée par l'homme. Nos paysages, si on sort de l'eau, les paysages de bocage que nous connaissons tous en Normandie ou dans ma région du Nord sont des beaux paysages, hein, mais ça n'est pas naturel, ça n'a rien de naturel. Et on y est bien, on y est bien. Hein. Donc cette nature que nous avons aménagée, c'est celle que nous aimons, ça n'est pas la nature originelle. La plupart des gens qui auraient à revenir à la nature originelle ne resteraient pas très longtemps dans cette nature originelle. J'ai dit dans des réunions internationales autrefois, je leur disais, je vous invite à venir passer quelques jours avec moi auprès d'une petite rivière pristine en Afrique qui n'a jamais été touchée par l'homme. Vous verrez comme c'est merveilleux. Le matin, vous êtes piqué par les simulis, ensuite viennent les taons, ensuite viennent les mouches, et le soir, vous avez les moustiques. C'est merveilleux. Vous pourrez vivre une nature pristine, vierge de toute activité humaine. Vous verrez comme c'est beau.